Le match dans le match reçoit aujourd'hui une figure du cyclisme monégasque. Avant d'être à bicyclette, c'est en athlétisme qu'il brillait. Notre invité du jour est Antoine Berlin. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Écoutez, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. On est ravis de vous accueillir également. Antoine, quand on s'intéresse à vous, on sent que le sport est prépondérant dans votre vie. Par quel sport est-ce que vous avez commencé ? Alors moi, j'ai démarré par le judo à 4 ans. C'est quelque chose qui se fait beaucoup à Monaco. On démarre par le judo. C'est un peu l'école de la vie. On ne fait pas beaucoup de combats, mais on démarre vraiment par une pédagogie autour du sport. Mais ma première vraie passion, elle était dans le football, que j'ai démarré au tout début de l'adolescence, à 11-12 ans, je pense. Et à cet âge-là, j'avais le rêve de pouvoir devenir footballeur professionnel. J'ai vite compris que ça ne serait pas le cas. J'avais pas le talent. Et, et j'ai progressivement dérivé vers l'athlétisme, plutôt sur la partie demi-fond et fond. Et ensuite, progressivement, mais lié à plusieurs mésaventures, je suis ensuite devenu cycliste. Mais voilà mon parcours sportif. Avant d'être cycliste de haut niveau, vous l'avez dit, vous étiez athlète. Vous avez notamment participé aux mondiaux de Berlin en 2009. C'était sur 1500 mètres. Quel souvenir Antoine Berlin a-t-il de Berlin? Je pense qu'on vous l'a déjà fait. On me l'a déjà fait. Et alors, je rajouterai même qu'on était logé à l'hôtel qui s'appelait Berlin-Berlin. Donc, il y avait 4 Berlins dans l'aventure. Et mon père, qui était mon accompagnateur, qui était le représentant, s'appelait du coup Rodolphe Berlin. Donc, il y avait plein de Berlins dans l'équation. Et du coup, on pouvait faire plein de blagues. Mais non, c'était vraiment une expérience super enrichissante et incroyable. En plus, je suis tombé l'année où Usain Bolt battait son record du monde sur 100 mètres. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir ma demi-finale du 1500 mètres, qui était le jour où Usain Bolt battait son record du monde sur 100 mètres, donc un stade qui était plein, avec une ambiance de folie. Je pense qu'on était, le stade de Berlin, on était autour des 50 000 spectateurs. C'était mon premier championnat du monde, c'était super enrichissant, et c'était vraiment une belle expérience humaine, sportive aussi, même si j'ai pas été aussi performant que je l'aurais souhaité, mais par contre c'était vraiment c'était génial de pouvoir vivre ça dans le sport, mon sport de cœur qu'est l'athlétisme. En 2015, vous devenez attaché commercial pour ASO. En quoi consistait exactement votre travail? Alors mon travail, il était très simple. Pour Amaury Sport Organisation, on avait un panel d'événements, essentiellement cyclisme, mais pas que. On avait aussi, voilà, vous avez parlé du Rallye Dakar tout à l'heure, donc on avait plusieurs événements. Et moi, j'étais en charge de vendre ces événements aux chaînes de télévision partout en Europe. Donc j'étais plutôt identifié sur la partie européenne des chaînes de télévision. Donc voilà, si j'y travaillais encore, j'aurais peut-être été amené à vendre des événements SO à TV Monaco, mais maintenant que je n'y suis plus, c'est plus le cas. Mais voilà, donc j'étais voilà, vraiment en charge de commercialiser ces événements un petit peu partout en Europe. Voilà, Italie, Allemagne, c'est un métier qui était passionnant. C'était un métier passion. Ouais. On continue à avancer dans le temps, on passe à l'année 2016 où vous tentez de vous qualifier pour les Jeux de Rio, cette fois sur marathon, mais une fracture de fatigue, c'est ça? Vous stoppez net, c'est encore un souvenir amer pour vous? Ouais, c'était un souvenir un peu douloureux et je me rappelle que du coup j'essayais de partager ma vie professionnelle en tant qu'attaché commercial chez ASO et mes entraînements en athlétisme et pour le marathon avec l'objectif de me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'était un rêve que je n'ai pas pu réaliser à cause d'une blessure. Et ce que je prenais à l'époque pour une mauvaise nouvelle en fait a été un élément déclencheur parce que c'est ce qui m'a poussé vers le cyclisme. Alors au début, c'était vraiment absolument pas dans l'idée de devenir compétitif, mais ce qu'on fait. C'est par défaut donc que vous arrivez Ouais. finalement au cyclisme? Ouais, complètement. J'avais aucune velléité de devenir cycliste. Le vélo, ce qu'on fait, les marathoniens ou les coureurs à pied, c'est que lorsqu'on est blessé, on se met sur le vélo, on a une décharge au niveau des tendons, au niveau des articulations, qui nous permet, lorsqu'on est blessé, de quand même pouvoir garder une certaine condition physique. Et j'ai tellement fait de vélo en salle de sport et ce qu'on appelle le cross-training dans l'optique de garder une condition physique. J'en ai tellement fait à outrance que je me suis finalement dit qu'il était pourquoi pas temps d'essayer de faire des petites compétitions. Le fait de travailler chez ASO a évidemment influencé ma décision parce qu'on avait plusieurs courses amateurs. Et c'est comme ça que progressivement je suis devenu cycliste. Quand vous étiez jeune, ça vous faisait rêver le cyclisme ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du Vraiment tout. pas? J'aimais bien parce que j'ai toujours été passionné de sport, mais ça n'a jamais été un objectif de vie. Je suivais
à la télévision avec mes cousins parce qu'ils aimaient le vélo, mais ça n'a jamais été une passion. Et le fait d'arriver chez ASO, c'est progressivement devenu un centre d'intérêt, mais même pas une passion. Et en démarrant la compétition de manière vraiment un petit peu anodine, c'est ensuite devenu une véritable passion. Et aujourd'hui, c'en est mon métier et je peux plus m'en passer. C'est devenu un autre métier passion. Et ouais, je respire le cyclisme au quotidien. Donc c'est une nouvelle passion encore pour moi. Comme quoi, on peut encore découvrir des passions avec l'âge. Un des meilleurs marathoniens français s'appelle Nicolas Navarro. Lui a fait l'inverse. Il a commencé par le cyclisme. Quelle passerelle y a-t-il entre le fond, le demi-fond et le cyclisme? En fait, sur le papier, aucune. Mais en réalité, c'est des sports qui se ressemblent beaucoup déjà dans l'état d'esprit. C'est des sports d'endurance. C'est des sports où il faut beaucoup de persévérance, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Il faut être capable d'avoir un mental qui soit, comment dire, enfin, prêt à souffrir pendant longtemps, à accepter la douleur de l'effort. Et les démarches sont les mêmes dans l'entraînement. On fait un volume d'entraînement qui est énorme. Comme beaucoup de sports d'endurance, c'est peut-être les sports où on pratique le plus l'endurance. Euh, et, euh, et la démarche est la même, que ce soit dans la nutrition, dans la récupération, dans la rigueur de l'entraînement. Euh, et puis c'est deux sports aussi où la technique est moins importante que des sports comme le football, le tennis, le ski de fond. Euh, la technique est moins importante, donc en fait c'est des sports vraiment de besogneux. Et je pense que c'est là où les similitudes, enfin c'est là où il y a une conjonction enfin, de caractéristiques physiologiques et d'approches aussi psychologiques. Le monde professionnel en cyclisme, vous le découvrez en 2020 avec l'équipe Cambodia Cycling Academy. À quel moment est-ce que vous vous avez senti, ça y est, je peux passer pro? Je l'ai vraiment senti en 2021, qui a été, je pense, ma meilleure année de cycliste, donc un an après, un an après mon début de carrière en tant que cycliste pro. J'ai été suivi par plusieurs belles équipes mondiales et aussi financièrement. J'ai eu la possibilité de pouvoir vivre de ma passion, donc du vélo. Et ça a été vraiment le déclic à ce moment-là en 2021. J'ai été en contact avec pas mal d'équipes et voilà, et c'est ce qui m'a vraiment donné confiance en moi et donné l'envie de me lancer à 100% dans le vélo et d'arrêter mon travail à côté en tant qu'attaché commercial parce que j'avais déjà 32 ans, il me semble. Et bon, voilà, on sait que l'âge est un facteur dans le sport, même si les sports d'endurance, on peut poursuivre plus longtemps. Donc c'était le bon moment. Ça a été une décision difficile à prendre de quitter votre poste chez ASO? Non, parce que c'est une décision que j'ai vu venir. J'ai eu tout au long de la saison, cette fameuse saison 2021, j'ai eu des résultats qui se sont améliorés. Je suis rentré en contact avec plusieurs équipes et la décision en fait, elle a été très facile pour moi parce que à ASO, j'y avais travaillé 7 ans, j'avais adoré mon métier, mais c'était le moment de pouvoir lancer et de prendre ce risque-là avec aucune certitude de réussir, mais avec la possibilité de pouvoir retrouver une carrière dans une autre industrie professionnelle, sachant que voilà, le sport, on a l'âge qui joue pas en sa faveur, contrairement à un métier entre guillemets normal. On sait que c'est toujours compliqué de changer de boulot. Là, c'est un changement de vie. Vous passez de bureaucrate, entre guillemets, à sportif de haut niveau. La transition a été compliquée? Non, elle a été Pas très du tout. facile. Ah, au contraire, pour moi, elle a été très facile parce que même si les exigences du haut niveau sont très importantes, il faut une rigueur de vie, une rigueur d'entraînement qui est vraiment, surtout dans un sport comme le vélo, qui est aussi relevé. Euh, Tous les jours, quand je pars m'entraîner, je prenais souvent cet exemple, mais je me disais que j'étais plus heureux sur mon vélo que derrière un ordinateur, parce que j'avais aussi cette carotte qui était la performance et cette envie d'être le plus performant possible. Non, c'était au contraire, il y a eu aucune difficulté, au contraire, ça a été plutôt facile parce que quand j'ai partagé mon métier, mes deux métiers qui étaient cycliste professionnel et attaché commercial, c'était des journées avec enfin, des journées avec un rythme de vie qui était assez pesant. Donc pour mon entourage ou ma femme, c'était assez pesant, alors que là, ça me libérait beaucoup de temps. Euh, la seule partie un petit peu plus difficile, c'était que ça impliquait aussi beaucoup plus de déplacements, avec beaucoup plus de courses et de stages. Mais bon, voilà, je savais que c'était temporaire, donc enfin, je sais que c'est encore le cas, je sais que c'est temporaire, donc voilà, c'était le moment de le faire. En 2021, pardon, vous signez chez Global Six United, une équipe néo-zélandaise, pardon.
Comment, en étant monégasque, on se retrouve à signer pour une équipe de Nouvelle-Zélande? Alors l'histoire elle est assez rigolote. Elle est assez rigolote parce que donc comme vous le savez, l'autre cycliste monégasque, mon compatriote Victor Langelotti, avait été coéquipier avec le créateur de l'équipe Global Six à l'époque qui s'appelait Global Six Cycling, maintenant Global Six United. Et il m'a mis en relation. Donc comme quoi le réseau dans le sport ça aide pas mal. Il m'a mis en relation, on a tout de suite eu un bon feeling et c'est comme ça que j'ai pu intégrer cette équipe-là. Avec aussi l'appui de Yann Lemoener, qui est le directeur, enfin le CEO d'ASO, qui connaissait cette même personne. Et donc ça fait que ça a matché et tout de suite j'ai pu avoir cette opportunité dans cette belle équipe et ça a vraiment été ma rampe de lancement. 2024, nouvelle année, nouvelle équipe. Pour vous, vous avez signé chez Bike Aid. Quels vont être vos objectifs pour cette saison 2024? Alors, le gros objectif, ça va être de remporter ma première victoire professionnelle. J'y suis pas passé loin les années précédentes, mais là, c'est vraiment cette volonté de pouvoir aller chercher cette première victoire parce que dans le sport, vous le savez bien, il n'y a que la victoire qui compte. Donc, c'est vraiment cet objectif, même si c'est jamais accessible dans le vélo parce que quand on est 150 au départ, on est 150 à vouloir la même chose. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aller remporter cette première victoire et ça va démarrer très prochainement avec le Tour du Rwanda qui va démarrer le 18 février, il me semble, ou dans ces eaux-là. Et voilà, donc déjà, le plus tôt je pourrai cocher cette case, le plus épanoui je serai. Objectif Victor, on l'a bien compris, on suivra ça de près. Dans le peloton actuel, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Il y en a beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup de phénomènes. Il y a vraiment beaucoup de phénomènes, mais je pense que indéniablement, Tadej Pogacar est vraiment, pour moi, le cycliste le plus talentueux de sa génération. Et je pense qu'on peut même débattre de pourquoi pas le cycliste le plus talentueux de l'histoire. Dans le cyclisme contemporain, c'est quand même très rare d'avoir un cycliste qui est capable de gagner des grands tours, des monuments et surtout des classiques flandriennes. Il a démontré qu'il pouvait gagner absolument toutes les courses du monde. Et ça, c'est incroyable parce que depuis les ères Eddy Merckx ou Bernard Hinault, on n'a jamais vu ça. Et dans un contexte aussi relevé, c'est vraiment complètement hors norme. Vous parlez de Tadej Pogacar, on a appris le mois dernier qu'il prendrait le départ du Giro. Est-ce que vous pensez que avec cette décision, le Slovène fait une croix sur ses ambitions du Tour 2024? Je pense que plutôt que de faire une croix où le mot est un peu fort, je pense qu'il prend surtout la décision de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, c'est-à-dire rejoindre les très grands que sont Eddy Merckx et Bernard Hinault, c'est-à-dire aller gagner les 3 grands tours et les 5 monuments. Je pense qu'aujourd'hui, on était une génération avec les airs Sky, Ineos et Chris Froome, où l'objectif était de remporter le plus de Tours de France possible. Lui, je pense qu'il veut tout gagner. Il veut pas forcément accumuler le plus de victoires de Tour de France. Il veut vraiment gagner toutes les courses du monde, être champion du monde, être champion olympique, gagner les 5 monuments et gagner les 3 grands tours. Et ça, ce serait totalement inédit. Et je pense que c'est là-dessus qu'il orientera à sa carrière dans le futur. Il va être dur à aller chercher sur ce Giro 2024. Pour moi, il sera quasiment imbattable. Intouchable. Intouchable. Parce que surtout Après, il peut se passer beaucoup de choses, mais la majorité des coureurs de très haut niveau, c'est-à-dire le top niveau mondial, va se retrouver sur le Tour de France. Donc ça lui laisse une belle fenêtre de tir, mais bon, il peut se passer beaucoup de choses. Une chute est vite arrivée, une fringale. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera le grandissime favori. Vous faites partie, Antoine, des 3 monégasques à être ou avoir été cycliste professionnel avec Victor Langelotti, dont vous parlez il y a quelques minutes, et Laurent Deval dans les années 20. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, on va pouvoir voir dans le peloton professionnel plus de monégasques? Je pense que c'est une réalité vraiment. Enfin, il y a une véritable réalité que ça arrive parce qu'aujourd'hui, Monaco est une terre de vélo. Je pense que voilà, en termes de circonférence, c'est l'endroit où il y a le plus de cyclistes professionnels au monde. On sait qu'il y a énormément de résidents. Il y a un terrain de jeu qui est extraordinaire, il y a un climat qui est extraordinaire. Il y a vraiment, enfin, je pense qu'il y a vraiment une politique autour de Monaco qui permet aux jeunes de s'épanouir dans le vélo. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a ce terrain de jeu, on a des courses, on a le Tour de France avec la dernière étape Monaco-Nice cette année en 2024,
qui peut susciter des vocations. Ça a été le cas notamment pour Victor Langelotti en 2009 lorsqu'il était spectateur du départ du Tour de France. Parce que la première étape du Tour de France 2009 était à Monaco. Et voilà, je pense ce serait génial d'avoir une communauté de cyclistes, d'avoir plusieurs cyclistes professionnels à l'avenir monégasque, même si le parcours est pas facile, parce que le niveau est devenu très relevé. Il y a aussi une équipe jeune qui permet aux jeunes cyclistes de pouvoir se développer. Donc, ouais, ce serait génial. Vous parlez de cette dernière étape du Tour de France 2024 entre Monaco et Nice, un chrono. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette dernière étape? C'est excitant quand on a connu les parades, entre guillemets, sur les Champs-Élysées, non? Elle est géniale. Alors, d'un point de vue téléspectateur, ça va être super visuel parce qu'il y a un terrain de jeu qui est splendide sur la Côte d'Azur. Et puis surtout, ça va faire des images entre mer et montagne qui vont être incroyables. Et puis, ce que j'espère en tant que à la fois spectateur et acteur, c'est qu'il y ait beaucoup de monde au bord des routes et que ce soit et qu'on ait encore un enjeu sportif jusqu'à la dernière étape pour la victoire finale, qui selon moi va se jouer entre trois protagonistes en la personne de Remco Evenepoel, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Donc, j'espère du spectacle, mais quoi qu'il arrive. Ça va être un engouement assez extraordinaire pour la Côte d'Azur et j'espère aussi en particularité pour Monaco. Oui, et puis pour Monaco et la Côte d'Azur, puisque les 3 dernières étapes, elles vont être dans la région. C'est un terrain de jeu, comme vous le dites, que vous connaissez par cœur. Les 3 derniers jours, ils s'annoncent tout simplement magnifiques. Ils sont à la fois, alors ils seront magnifiques pour les spectateurs, mais horribles pour les cyclistes, parce que il va y avoir énormément de dénivelé, énormément de montagnes. Surtout que ça arrive après 18 étapes généralement qui sont très difficiles. Mais ça va être génial pour mettre en valeur la région. Et puis sportivement, je pense qu'il va y avoir énormément de surprises et énormément de spectacles. Je pense qu'on va avoir un très très beau Tour de France. Et ça, c'est génial de l'avoir à domicile. Est-ce que Tadej Pogačar peut faire un doublé Giro Tour de France? Je pense que oui. Pouvoir gagner 2 grands tours dans la même année, ils sont seulement 2 à pouvoir le faire. Vingegaard, qui a gagné les 2 dernières éditions du Tour de France, et lui. Donc il en est capable. Il en est capable. Après, ça va être quelle stratégie il va mettre en place. Est-ce qu'il va décider d'arriver à 90% du Giro dans l'optique de le gagner pour arriver à 100% du Tour de France, ou il va mettre le paquet dès le début sur le Giro, au risque d'être un peu fatigué. On verra, mais je pense qu'il en est capable. Ouais. Antoine, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans le match. On vous souhaite une excellente saison 2024 avec le Tour du Rwanda pour commencer. Vous l'avez dit, on vous suivra et vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Et c'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je reviendrai. C'est noté, Antoine. Plein de bonnes choses, bonne chance pour cette saison. Merci à vous de nous avoir suivis devant votre écran. Tout de suite, c'est la météo avec TV Monaco. Salut.